Bonjour les amis, aujourd'hui vous n'allez pas passer un quart d'heure à voir ma tête, je vais plutôt me mettre en retrait parce que je voulais vous lire un extrait de ce livre qui s'appelle Le principe de Lucifer. C'est assez intéressant. Au chapitre 21, la personne qui s'appelle Howard Bloom a écrit l'histoire de plusieurs peuples, c'est-à-dire plusieurs tribus, qui vivent dans les monts Nilgiri en Inde. Donc il y a quatre peuples qui, par tradition, on va dire, ont des emplois, des facultés, des qualités. C'est-à-dire, les Bagadas, ce sont des fermiers, donc ils produisent de la viande, ils cultivent des légumes. Vous avez les Kotas qui sont des artisans, qui fabriquent des ustensiles. Et vous avez les Todas qui sont des bergers, donc lait, laine, fromage, etc. Et vous avez ce que j'appelle moi des habiles charlatans qui sont les Kulumbas. Et les Kulumbas, ce sont des sorciers. Et en fin de compte, les sorciers, c'est eux qui ont le plus de pouvoir parmi cette population. Parce qu'en fin de compte, ils exigent pour leur protection, pour leurs prières, pour leur gli-gli, pour leur cérémoniel, etc., leur rituel magique, ils exigent de recevoir des fromages, des poulets, de la viande, des ustensiles, etc., etc. C'est-à-dire que eux ne produisent rien, et les autres, ils passent leur temps du lever au coucher du soleil à produire. Les autres sont juste là pour leur piquer leur production. C'est pour ça que j'appelle ça des habiles charlatans, parce qu'ils profitent de la nature, comme dirait Molière. Alors je ne sais pas si c'est dans le Malade imaginaire, où il dit que faut-il faire quand on est malade? Eh bien rien. Il faut juste attendre que la nature fasse son œuvre et patienter. C'est pour ça qu'on appelle les clients de ces gens-là des patients. Et j'aimerais vous lire le chapitre 22, ou une grande partie du chapitre 22, sans vouloir un petit peu vous saouler avec ça, pour vous expliquer un petit peu la vie de cet auteur. Alors, je me mets en retrait, je serai déjà plus à l'aise pour lire, et je vous laisse à l'écoute. Le sorcier guérisseur moderne. Vous savez à quel point ces villageois Kotas étaient arriérés. Quelles étranges inepties tourmentaient leur esprit primitif. Comme nous avons de la chance, dans notre âge moderne, que peu d'entre nous soient aussi crédules. Mais nous le sommes. Comme les Cercio Kurumba, les médecins modernes vendent l'illusion du contrôle. Souvent, lorsque vous décrivez vos symptômes à votre médecin, il vous jette un regard indifférent, comme si aucun autre problème de ce type n'existait. Vous n'êtes pas le seul à être traité ainsi par son médecin. Norman Cousin, dans Human Option, décrit un cas qu'il considère comme trop récurrent, un cas où le personnel hospitalier s'est contenté d'une semi-vérité. L'examen de la patiente n'était absolument pas scientifique, car il n'alla même pas jusqu'à une tentative pour déterminer la cause réelle des symptômes. Mais les symptômes persistèrent. Ce cas était un échec médical, étant donné que la patiente retourna chez elle avec l'assurance qu'elle n'avait rien. Alors, je fais une anecdote, je suis allé 4-5 fois dans des hôpitaux, même avec mes béquilles, parce que j'avais des lumbagos. Alors, au bout de 3 mois de lumbago sans bouger, avec aucune solution médicale, j'ai dû prendre mes béquilles, faire 1 kilomètre avec, pour aller voir aux urgences en disant que j'avais très mal, je souffrais l'enfer. Alors, ils m'ont passé des radios, puis il a dit, mais on voit rien. Tout simplement parce que le mal au dos a une autre origine qui est plutôt intestinale, qui est plutôt acidifique. Enfin, les gaz acidifiants dans les intestins qui vont irriter les nerfs paravertébraux, le nerf sciatique. Voilà. Fin de l'intervention. Selon le National Center of Health Statistics, les Américains se rendent 600 millions de fois chez leur médecin chaque année. Les docteurs ont conclu que plus de la moitié de ces patients n'ont pas de problème réel. Pourquoi un homme qui vend sa capacité à traiter la maladie prétend-il que votre affection est un caprice?
Après tout, les symptômes qui sont jugés par une génération comme étant dans votre tête sont souvent l'objet de recherches qui prouvent qu'ils sont réels quelques décennies plus tard. Un petit peu comme la fibromyalgie, les amis. Hein. Mais un médecin n'avoue généralement pas son ignorance. Il vend l'illusion de l'omnipotence. L'illusion quand le consultant vous prenez le contrôle de votre corps. La même illusion que celle vendue par les sorciers de l'Inde. De temps à autre, votre médecin change de tactique. Il met un nom sur votre problème, mais ne le guérit pas. Le nom seul, tel un talisman magique, vous fait croire que vous avez un problème que votre médecin peut contrôler. Ou alors le docteur vous remet une ordonnance. C'est souvent pour un anti-inflammatoire, une imitation d'aspirine. Dans la plupart des cas, un agent anti-inflammatoire ne vous guérira pas, mais il pourra entraîner la disparition temporaire d'un symptôme et produira un effet placebo, entre autres bénéfices de l'illusion du contrôle. Le médecin peut vous envoyer à l'hôpital faire des examens, mais essayez de lui demander quels sont les traitements existants lorsque les examens sont terminés. Dans de nombreux cas, il n'y en a pas, ou mieux, un ou deux. Les examens et le matériel sophistiqué utilisé pour les effectuer sont souvent partis d'une apparence destinée à renforcer l'illusion d'une immense technologie qui donne le contrôle aux médecins. Prenez par exemple l'une des affections les plus courantes à l'époque actuelle, les problèmes de dos. Tiens, justement, si vous arrivez avec des douleurs dorsales et que l'on vous envoie passer des examens, vous pouvez subir un myélogramme, des rayons X, des examens tomodensitométriques ou des IRM. Mais demandez d'abord ce que le médecin peut faire pour vous traiter lorsque les examens seront finis. La gamme de remèdes inclut une laminectomie, suppression chirurgicale d'un disque suivie généralement de la fusion de 2 vertèbres, un médicament anti-inflammatoire, un psychiatre, un physiothérapeute ou une injection de papaïne. Et généralement, les résultats de l'examen n'influencent pas le choix du traitement. Alors pourquoi faire des examens ? Pour couvrir le médecin en cas de plainte pour faute professionnelle et, bien sûr, pour vendre l'illusion du contrôle. La science médicale a fait de grands progrès depuis l'époque des sangsues et des saignées, mais elle est toujours impuissante face à de nombreux maux de l'humanité. En fait, il y a une grande chance que l'art du médecin ne soit pas autant responsable des avancées de la santé moderne que nous voudrions souvent le croire. En 1987 et 1988, plusieurs auteurs spécialisés de la médecine produisirent des études historiques pour faire tout à fait éclairantes sur les statistiques de mortalité. Ces analyses montraient un fait inexplicable. L'augmentation de l'espérance de vie de l'humanité doit moins aux médicaments modernes, aux techniques de diagnostic, à la chirurgie, aux hôpitaux ou à tout autre outil de soins des santé contemporains, des soins de santé, que nous imaginons. Les chercheurs démontrèrent que les maladies dévastatrices telles que la typhoïde, le choléra, la rougeole, la variole et la tuberculose avaient commencé à décliner au début du XIXe siècle. Peu à peu, ces maladies diminuèrent jusqu'à n'être qu'une petite fraction de ce qu'elles étaient auparavant. Les médicaments prodiges, habituellement suggérés responsables de l'éradication de ces maladies, les antibiotiques, ne furent inventés que près de 100 ans après le début de la disparition des maladies. La tuberculose, par exemple, diminua de 97% entre 1800 et 1945. Et ce n'est qu'à cette date que les streptomycines furent finalement introduites pour éliminer la faible fraction qui restait. Apparemment, ce n'était pas uniquement les fioles du sac du médecin et des pilules miracles dispensées par ces ordonnances qui avaient réellement détruit ce fléau mortel. Ce qui a vraiment entraîné l'amélioration spectaculaire de la santé contemporaine échappe encore aux experts. Certains affirment qu'elle est due à l'amélioration de la nutrition, à l'apparition de l'approvisionnement en eau potable et au progrès de l'hygiène publique. D'autres, comme l'épidémiologiste californien Leonard Sagan, suggèrent qu'elle est due à une plus grande liberté, donc à un plus grand contrôle accordé aux citoyens moyens. Peut-être n'est-il pas surprenant dans ce cas
qu'un grand nombre de symptômes qui affligent l'humanité étonnent même les médecins les plus érudits. Plus de 50% des patients qui passent dans les cabinets médicaux sont renvoyés chez eux avec l'assurance qu'ils n'ont pas vraiment de problème. Même les maladies connues sont bien moins contrôlables par les techniques médicales que ne veulent l'admettre les médecins. Cependant, la profession médicale gère ce dilemme en dissimulant son ignorance. Selon une étude de 1987 menée par le psychologue Dar Ban-On de l'université Ben Gurion en Israël, les patients sont souvent plus aptes à prédire l'impact de leur maladie que ne le sont les médecins. Ce que vendent alors les médecins n'est pas nécessaire à la capacité de nous guérir, mais l'illusion de contrôle. Alors que les praticiens gagnent leur vie grâce à la soif de contrôle qui caractérise les êtres humains, eux-mêmes sont souvent les victimes de cette soif. Comme leurs patients, les médecins ont désespérément besoin de croire qu'ils peuvent réellement dominer les forces de la maladie et de la guérison. Des recherches psychologiques démontrent que les gens tendent à refouler ce qu'ils ne peuvent pas contrôler et à se concentrer sur ce qu'ils peuvent contrôler. Les yeux de la profession médicale sont souvent aveuglés par ce phénomène. Un bon exemple de ceci est le refus de la communauté médicale à reconnaître l'existence de la dépression adolescente, il y a quelques décennies. Frédéric Godwin, directeur scientifique du National Institute of Mental Health, explique que la communauté des psychothérapeutes n'a reconnu l'existence de graves dépressions chez les adolescents et les enfants qu'au milieu des années 70. Goodwin dit « Jusqu'à il y a environ une dizaine d'années, nous croyions que la dépression grave n'était qu'une maladie d'adulte. Les adolescents, pensions-nous, ne développaient pas de vraie dépression. Ils avaient juste des problèmes d'adaptation, d'adolescents. Alors la plupart des psychiatres ne la recherchaient pas, et ne la recherchent toujours pas chez les enfants, aujourd'hui. Pourtant, nous savons que cette idée est totalement fausse. Dans les années 50 et 60, un jeune de 14 ans pouvait ne pas dormir, cesser de se nourrir, passer tout son temps à pleurer, avoir été un bon élève, brillant, enjoué et sociable, mais être à présent coupé du reste du monde. Mais si vous aviez emmené cet enfant chez un psychiatre ou un psychologue, le médecin aurait certainement considéré ces symptômes comme un simple passage provisoire. En 1951, des chercheurs en médecine développèrent un nouveau médicament, l'iproniazide, pour traiter la tuberculose. Lorsque la substance produisit des effets secondaires étranges, rendant les patients euphoriques et étonnamment énergiques, on décida de la destiner à la poubelle. Puis en 1957, quelques psychiatres découvrirent que l'iproniazide pouvait être utilisé pour traiter la dépression chez les patients qui n'avaient pas réagi à d'autres formes de traitement. Mais l'utilisation de ces nouvelles pilules miraculeuses ne se propagea pas dans la communauté médicale avant les années 70. Lorsque les antidépresseurs commencèrent à sortir en masse des usines pharmaceutiques, un phénomène qui n'avait pas existé à l'esprit des médecins émergea des ténèbres de la dénégation. Le médecin voulait tout à coup voir des symptômes qu'ils avaient exclus avec désinvolture quelques années auparavant. Aujourd'hui, dans ce même cas, le bon médecin prononce solennellement le nouveau diagnostic qu'il a trouvé dans les journaux médicaux. Et il place son stylo au centre de son bloc pour griffonner une ordonnance. Selon une vieille expression américaine, un homme dont le seul outil est un marteau analyse chaque problème en termes de clous. Ne possédant pas le marteau des antidépresseurs, le médecin nie d'abord l'existence de la dépression chez l'adolescent. À présent que le médecin possède l'outil qui lui donne le contrôle, il est prêt à ouvrir les yeux. Le médecin semble qu'il a autant besoin du contrôle que son patient. Alors pourquoi ce chapitre m'intéresse beaucoup ? Tout simplement parce que vous avez des gens qui sont improductifs, c'est-à-dire qui ne produisent rien, qui ne fabriquent rien, qui ont fait des études et qui malgré cela sont incapables de vous donner un diagnostic. L'asthme, le mal au dos. Alors pourquoi je parle de ça ? Il y a, je dirais, une quarantaine d'années, je me suis abonné à un journal scientifique et je recevais des fiches scientifiques sur, bien sûr, anatomie, physiologie,
voire psychopédagogie, psychologie, parce que voilà, je passais des brevets d'État et ça m'intéressait, et ça m'intéresse toujours. Et les premiers que j'ai vus, ça a été les céphalées. Alors, migraine, hein, c'est la moitié de la graine, hein, c'est mal à droite, mal à gauche, mal devant, mal derrière. Hein. Les céphalées, voilà, ils donnaient des noms, mais ça se soldait par, en l'état actuel de la connaissance médicale, nous ne pouvons pas trouver une solution là-dessus. Bon. Ensuite, c'était le mal au dos, lombalgie. Voilà, donc c'était pareil. Aucune solution du monde médical. Alors quand j'ai vu ça, j'ai arrêté mon abonnement et j'ai dit, non, ça ne m'intéresse pas si vous n'êtes pas coupable à guérir ou à me donner une solution pour les deux seules choses qui m'intéressent vraiment, c'est-à-dire le mal au dos et les crises de migraine, ça ne m'intéresse pas. Et je me suis soigné tout seul pratiquement avec le même traitement, qui était la cure Gerson-Bailey, grâce à des conférences, puisque je faisais partie d'associations qui organisaient tous les ans des grands rassemblements de médecine, on va dire, naturopathique. Et c'est là que j'ai découvert la cure Gerson-Bailey contre les mal au dos et contre les maux de tête. Voilà pourquoi ça m'intéresse autant. Donc ces sorciers, parce que c'est ça, les médecins ont pris le rôle de sorciers, ont un pouvoir qu'on leur donne. Et dès le moment où vous voulez étudier vous-même, si vous voulez, personne ne peut connaître votre organisme mieux que vous. Des moments que vous vous dites, oh ben, si la maladie était simplement une réaction du corps pour me dire, arrête de prendre du café, arrête de te surentraîner, ce qui a été mon cas, tu te suracidifies, tu te déminéralises, tu crées des insomnies, tu peux plus cicatriser parce que justement tu es dans le circuit cortisol. Si vous étudiez tout ça vous-même, vous n'avez plus besoin de ces médecins, d'accord? Vous avez besoin de chirurgiens en cas d'accident, là d'accord, mais le médecin par lui-même, c'est juste pour vous rassurer, d'accord? C'est pour ça qu'ils ont été interdits de soigner durant la coco, la fausse épidémie, la pandémie de coco, enfin c'est épidémie, mais ils ont changé, l'OMS a changé le nom en pandémie quelques jours avant. C'était juste pour vous faire peur. Toutes les vidéos que j'avais postées disant allez au soleil, respirez, soyez positif, m'ont été enlevées et m'ont fait sauter ma première chaîne YouTube. Tout simplement, ça a été reconnu parce que c'était la censure totale sur tout ce qui pouvait être rassuriste. Donc le but, c'était de faire peur. Parce que quand on vous fait peur, vous perdez beaucoup de pouvoir, vous donnez votre vie entre les mains de savants, des gens qui savent, ce qu'on appelle les sachants, et surtout, vous faites baisser votre système immunitaire parce que vous flippez, quoi. D'accord? En sachant que presque plus de la moitié de la population française sont adultes, sont sous antidépresseurs, c'est grave. Et quand ils ne sont pas sous antidépresseurs, ils sont alcooliques, tabagiques, voire alcooliques, tabagiques et sous antidépresseurs, comme les femmes à chat, voilà, qui marchent au rosé, aux antidépresseurs et aux pierres et au tarot des archanges, voilà, tu vois. C'est grave. Les gens ont besoin de croire en les puissances supérieures. Eh bien, en France, depuis Pasteur, c'est le monde médical. Même si aux États-Unis, on vous démontre par A plus B que c'est une grosse fumisterie, cette histoire de coco, en France, on a donné la Légion d'honneur à des gens qui sont des escrocs patentés, qui n'étaient pas médecins ou qui étaient des gens qui avaient fait des études de médecine mais qui n'avaient pratiquement jamais vraiment eu de patients, qui étaient simplement des médecins de plateau. Et ces gens-là auraient dû être condamnés, comme ça se passe dans d'autres pays. Il y a des pays comme en Indonésie où ils les ont carrément exécutés. Hein. Les amis, je vous souhaite une très bonne journée et que Dieu vous protège. Et comme je dis souvent, n'oubliez pas de dire aux gens que vous aimez, que vous les aimez. C'est très important. Je vous attends à mes stages de revirilisation, comme je dis, pour essayer de reconstruire les enfants et les adultes déconstruits par le système gaucho-anarchisme et gaucho-satanisme, pardon, pour
féminiser le pays, c'est-à-dire faire venir un maximum de migrants et enlever toutes les défenses possibles notre pays. Ok les amis, on pourra développer si ça vous intéresse. À très bientôt.